Bonjour Riti. Bonjour. Riti Thibault, cofondateur de Peuple Révolté, a été interpellé lors du Salon de l'Agriculture ce samedi 24 février pour avoir tenu des propos qui visaient le président de la République. Il est passé hier devant un juge des libertés et de la détention pour menaces de mort et outrage au chef de l'État Emmanuel Macron. Hier, mon confrère Fabrice a reçu l'avocat de Riti Thibault, Alexis Baudelin, qui est revenu sur cette interpellation et la garde à vue de 2 jours où il explique être confiant concernant les suites de cette affaire. On sait qu'en matière d'expression politique, quand on a des références historiques, quand on a des références politiques sur ce type de sujet, peu importe si les mots sont tranchants, peu importe si les mots peuvent inquiéter, si les mots peuvent être choquants, ça relève toujours de la liberté d'expression. Et c'est justement ce dont on va se prévaloir à l'occasion de ce procès. Donc après 48 heures en garde à vue, vous sortez avec un rendez-vous le 9 août prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. On va juste rappeler les propos que vous avez tenus et pourquoi vous avez été interpellé. N'oublie jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques. Doucement. Pourquoi avoir tenu ces propos? Parce que pour certaines personnes, ça a été plus que des faits historiques. Moi, ça me semble fondamental pour plusieurs raisons. La première étant, c'est que je fais du journalisme moi-même dans plusieurs médias, notamment indépendants, fondés avec tout un tas de camarades pour relayer les luttes. Et M. Macron a eu un rôle durant la répression du mouvement des Gilets jaunes. Il a été ce que je qualifie un éborgneur, tout comme Édouard Philippe et comme toutes les personnes qui étaient au pouvoir à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle, au début de mon propos, j'ai commencé par le qualifier d'éborgneur. Ça, c'est la première chose. Et pour moi, c'est un devoir que de rappeler cette vérité factuelle contemporaine sur le plan journalistique et sur le plan tout simplement de ma citoyenneté. Ensuite... D'ailleurs, vous n'avez pas été le seul à avoir utilisé ce mot-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, on m'a poursuivi pour des faits d'outrage à ce sujet, mais le délit d'outrage au chef de l'État n'existant plus. Ce dernier a été abandonné par le parquet. Ensuite, on m'a poursuivi pour menace de mort, car j'ai tenu le propos suivant. J'ai dit, Monsieur Macron... Souvenez-vous, n'oubliez jamais, le fait que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques. Il s'agit là d'une vérité historique. Moi, je suis étudiant en 2e année d'histoire, donc certes, je ne suis pas encore un émérite savant, du moins sachant dans la discipline. Néanmoins, je connais quelques bases, à savoir le fait que Louis XVI s'est fait couper la tête par le peuple de Paris en 1789, pour le coup littéralement, c'est-à-dire qu'il a été guillotiné. Et ensuite, on a l'exemple souvent oublié de Charles X, qui lui aussi a vu sa tête tomber sous la colère du peuple parisien, non pas littéralement, mais au sens figuré. C'est-à-dire que le peuple de Paris révolté en 1830, le 2 août 1830, l'a forcé à abdiquer. Et donc, en ce sens, la tête du pouvoir, étant celle de Charles X, est tombée. Et de même pour Louis-Philippe en 1848, le 24 février 1848, si je ne dis pas de bêtises, suite à des révoltes populaires, il a lui aussi été contraint d'abdiquer et de fuir à l'étranger. Et en ce sens, sa tête a tombé. Donc, dire que nous sommes dans le pays qui fait tomber la tête des monarques, c'est une vérité historique et factuelle. Et de ce fait, pour avoir énoncé cette vérité, je me suis retrouvé enfermé dans les geôles du pouvoir pendant 50 heures, 48 heures en garde à vue, puis ensuite 3-4 heures au dépôt au tribunal de Paris à Clichy. Tout cela parce que j'ai osé prendre la parole à proximité du président de la République lors du Salon de l'Agriculture. J'ai été enfermé pendant des dizaines d'heures dans une geôle avec une lumière pointée sur moi, sans la possibilité de pouvoir dormir, avec une odeur, et je vais le dire très crûment, de pisse, mais nauséabonde, où je ne pouvais pas avaler quoi que ce soit, dans ces conditions délétères, parce que j'ai usé de ma liberté fondamentale d'expression. Voilà aujourd'hui l'état plus inquiétant de notre pays, et qui, il me semble, doit appeler un sursaut et un réveil des consciences, car nous ne pouvons pas tolérer aujourd'hui le fait que lorsque on s'approche du président de la République, et que nous n'avons pas les mêmes idées que lui, nous avons des idées divergentes vis-à-vis du pouvoir actuel et des politiques qu'il mène, eh bien on se retrouve enfermé dans des geôles.
Et alors, effectivement, pour revenir aux suites, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé, dans un premier temps, avec mon avocat, devant le procureur de la République, la procureure de la République, la substitut du procureur de la République plus précisément, qui voulait me placer sous contrôle judiciaire, du moins c'était ses réquisitions, avec une interdiction de manifester, une interdiction de me rendre à Porte de Versailles, une obligation de pointer toutes les semaines au commissariat, et ensuite qui m'a convoqué... Donc ça ne sera pas le cas. Et alors je vais y venir, mais elle m'a aussi, concernant ces réquisitions, convoqué au tribunal le 9 août, face notamment à Emmanuel Macron, qui sera très probablement dans les parties civiles, du moins ses avocats, parce que l'Élysée, par le biais du directeur de cabinet de M. Macron, a déposé plainte pour menace de mort. Donc le 9 août, je donne rendez-vous à M. Macron au tribunal, à part si le peuple de France a décidé de le faire tomber d'ici là. Et donc ensuite, effectivement, la procédure veut que nous sommes passés avec mon avocat, prévoit qu'avec mon avocat, nous passions devant la juge des libertés, chose qui a été faite. Et devant la juge des libertés, grâce à mon avocat Alexis Baudelin de la Legal Team, on a obtenu le fait de casser les réquisitions de la procureure et donc d'annuler ce contrôle judiciaire. Donc je ne suis pas sous contrôle judiciaire, c'est une première victoire. La deuxième victoire, c'est que les faits d'outrage ont été abandonnés concernant le fait de l'avoir qualifié d'éborgneur. Peut-être est-ce là l'ouverture d'une reconnaissance du rôle qu'il a joué durant cette période. Et j'invite les gens à le qualifier comme tel, parce que c'est le rôle qu'il a joué avec Édouard Philippe. Et d'ailleurs, je l'avais rappelé à la fête de l'Humanité à Édouard Philippe. Et ensuite, concernant les faits de menace de mort, ça ne tient pas. Et avec mon avocat, nous allons nous battre, et également avec d'autres avocats qui nous accompagneront le jour J, le 9 août, pour casser ces poursuites. Et moi, j'alerte les gens pour leur dire que c'est une mobilisation qui nous concerne tous. C'est pas juste mon affaire en justice. C'est une affaire de liberté d'expression. C'est une affaire de lutte contre l'arbitraire. Et en ce sens, je vous invite, les camarades, à être nombreux à nos côtés le 9 août pour qu'on obtienne cette victoire, pour que l'on fasse casser cette procédure arbitraire et totalement abusive, et que l'on calme les ardeurs de M. Macron qui se sent menacé de toutes parts. Et avant de revenir sur la liberté d'expression, est-ce que vous avez expliqué pourquoi est-ce que vous êtes resté plus de 50 heures donc, en garde à vue, où vous n'avez eu aucune explication? Alors, on m'a dit, mon explication m'a donné le fait est que c'était les nécessités de l'enquête qui n'étaient pas clôturées. Alors, il faut savoir que, désolé, les seules images qui existent, c'est les images d'un média, dont je suis le cofondateur d'ailleurs, la Luciole Média, qui a filmé cette intervention. L'intervention que j'ai fait lors du Salon de l'Agriculture et qu'il a mise en ligne. Et donc, cette vidéo a été mise sous scellé. Et ensuite, les enquêteurs, donc les OPJ, ont contacté les policiers qui m'ont interpellé pour leur demander des témoignages. Il s'avère que ces témoignages sont extrêmement fallacieux. Et les policiers disent que j'aurais crié Macron démission, ce qui est absolument faux. Les images démontrent le contraire. Et même d'ailleurs les images de la vidéosurveillance. Et puis, par ailleurs... C'est pas une incitation, je veux dire... Non, mais absolument pas. Et puis, par ailleurs, ils ajoutent que je n'aurais pas dit finalement qu'il fallait faire tomber la tête des monarques, mais qu'au contraire, j'avais dit qu'il fallait couper la tête du monarque, ce qui n'a rien à voir. Alors évidemment, ces témoignages, ce sont de faux témoignages, et d'ailleurs, on va envisager avec les avocats qui m'accompagnent de faire des dépôts de plainte pour des témoignages qui sont fallacieux. Mais voilà, moi je pense que ce qui est surtout essentiel à retenir, au-delà de l'anecdote, au-delà de l'affaire, cette affaire personnelle, c'est quand même révélateur de l'état de minorité, de faiblesse absolue dans laquelle se trouve le gouvernement de Macron et M. Macron lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il se rend au Salon d'Agriculture samedi 26 février, le gars, il arrive là-bas, il génère un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République qui se rend au Salon d'Agriculture, il génère un trouble à l'ordre public. C'est quand même assez gros quand même. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer où que ce soit sans générer une colère immense. Il y a eu celle des paysans, des paysannes qui ont dit que c'était leur Salon d'Agriculture et pas le Salon de l'Agriculture de M. Macron qui allait pouvoir venir pavaner comme ça tranquillement, comme si de rien n'était. Et en réalité, moi j'étais présent donc, pendant une grosse partie de la journée avant d'être interpellé. Il s'est accaparé le hall 1, donc l'immense majorité du Salon d'Agriculture pendant toute la journée, pour pavaner, pour faire son show avec la complaisance et la complicité des médias mainstream, et pour faire l'homme qui est au combat, qui va dialoguer, alors qu'en réalité, la colère, et on pouvait la tâter, la sonder au Salon d'Agriculture des paysans et des paysannes, elle est immense. Et il n'y a toujours pas eu de réponse concrète à cette dernière. Oui, ils sont toujours en attente. Et on va revenir sur la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut toujours, parce que ça remet un peu en cause, et on l'a entendu aussi par le biais de votre avocat, est-ce qu'il y a toujours une forme de liberté d'expression en France aussi quand on touche le chef de l'État ? Mais moi, je constate que c'est le règne de l'arbitraire, à contrario. C'est-à-dire que, très concrètement, en 2023, j'ai passé
plus de 150 heures au bas mot en garde à vue. J'ai fait 10 gardes à vue quasiment en 2023, systématiquement classées sans suite. La plupart du temps, c'est mon avocat, M. Baudelin, qui m'a assisté, uniquement parce que je me trouvais sur la voie publique. Et je peux vous donner un exemple assez éloquent. À cause de ce que vous représentez ? Voilà, totalement, parce que j'ai des idées politiques qui ne sont pas celles du pouvoir. Je vous donne un exemple très concret. Le 14 juillet 2023, je me rends seul, ou accompagné d'un ami, sur les Champs-Élysées. Et là, j'ai 50 flics qui viennent sur moi, qui m'interpellent. Ils me disent « Monsieur Thibault, vous quittez le 8e arrondissement de Paris, où on vous interpelle pour organisation de manifestations interdites. » Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il y a un véritable enjeu de liberté publique, démocratique, individuelle et collective. Et que ça nous concerne tous et qu'on doit se mobiliser. Il doit y avoir un sursaut en la matière. Moi, c'est l'appel que je formule aujourd'hui. Et c'est ne nous laissons pas faire. Et battons-nous. Et moi, je réitère d'ailleurs mes propos. Je le dis, je n'ai aucune peur parce que je sais qu'il s'agit d'une vérité historique, puis par ailleurs d'opinions politiques qui sont les miens, et que je sache le délit d'opinion, eh bien, il n'existe pas, du moins dans la lettre, dans l'esprit, il est mis en pratique malheureusement. Donc je réitère en disant qu'effectivement, nous avons fait tomber la tête des monarques et qu'il faut faire tomber le régime Macron, qu'il faut le faire tomber le plus vite possible. Ça devient vital. Ce monsieur mène une politique intérieure catastrophique. Il saccage la planète, il broie la vie des gens, il maltraite les gens, il malmène les gens, les politiques qu'il mène du moins. Sur le plan international, c'est le va-t-en-guerre absolu, c'est l'absence de courage lorsqu'il s'agit de condamner un État qui commet une politique coloniale depuis des décennies, à savoir l'État d'Israël. En somme, il mène une politique qui constitue le mépris de la vie humaine et la soumission absolue à la vie des gens. Et face à cela, moi je dis, nous devons faire tomber Macron, nous devons faire tomber son régime. Et ce n'est pas être dans un cadre infractionnel que de dire cela. Et est-ce qu'il y a d'autres actions que vous allez mener dans les jours à venir ? Est-ce que vous avez prévu justement de répondre aussi Moi, je ne lâcherai pas l'affaire. C'est-à-dire que la procureure, par exemple, le parquet a voulu m'interdire de manifester pendant 6 mois de manière totalement arbitraire. Par le biais d'un contrôle judiciaire, on a réussi à le faire casser, comme je viens de le dire, devant la juge des libertés. Donc de ce fait, et même si ça avait été le cas, je vais évidemment continuer à mobiliser sur tous ces sujets qui sont majeurs et sur lesquels nous devons nous mobiliser parce que ne rien faire, c'est laisser faire. Et donc en ce sens, moi, je le dis et j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller traquer ces gens-là. C'est-à-dire que celles et ceux qui ont du sang sur les mains, qui sont des criminels, je pèse mes mots, ceux qui ordonnent le fait qu'on défigure les ouvriers et les ouvrières en leur faisant tirer dessus avec des LBD 40. Il y a eu des dizaines d'éborgnés pendant le mouvement des Gilets jaunes. Celles et ceux qui, comme Macron, ne font rien, précarisent la population, mettent des gens à la rue et ont ainsi le sang sur les mains des gens qu'ils ont condamnés à errer dans nos rues, à la rue. Ces gens-là qui aussi font fermer les services de multiples hôpitaux, qui condamnent des gens, donc, ils sont de plus en plus nombreux, à mourir dans les couloirs de nos hôpitaux. Ces politiques, ces gens-là exécrables, cette engeance qui est au pouvoir, elle a du sang sur les mains. Et donc, en ce sens, nous devons la traquer pour, à chaque fois qu'ils se déplacent, les empêcher de se déplacer tranquillement, mettre un terme à leur spectacle consistant à faire croire que tout se passe bien, que nous sommes dans le meilleur des mondes possibles et qu'il n'y a aucune contestation. Nous devons visibiliser cette colère et à chacun de leurs déplacements, soyons présents, pas juste moi, nous tous, pour dire haut et fort que ce sont des éborgneurs, que ce sont des maltraitants, que ce sont des violents, que ce sont des gens qui provoquent la guerre, qui provoquent la haine, etc., etc. Et donc nous devons mener ce combat avec acharnement. Et moi je pense que la répression sanglante, la répression judiciaire, politico-judiciaire et policière du pouvoir, elle est révélatrice, cette dernière qui est très forte, du degré de peur de ces derniers et du pouvoir. Merci beaucoup, Réti Thibault, et on se dit à bientôt. Mais merci à vous d'avoir fait écho à cette parole parce que c'est vital. Merci à vous d'occuper cet espace médiatique pour mener cette bataille culturelle et pour contrer les discours abominables et extrêmement écœurants de CNews et compagnie.